Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Julien Charles au micro de Nouvelle Conscience. Julien nous emmène avec lui sur les traces du chemin de Compostelle, animé par l'envie de comprendre et de transmettre. Julien travaillait autrefois dans les relations presse de grandes maisons de luxe. À 35 ans, il décide de quitter son travail et de faire confiance à son intuition. Julien écoute cet appel et marche 1200 km en 3 semaines sur les traces des autres pèlerins, mais aussi sur les traces de sa vie, jalonnée de doutes et de composantes multiples. Aujourd'hui thérapeute spécialisé en intelligence émotionnelle, thérapie de couple et sexologue, il nous enseigne les mantras qui l'ont guidé sur son cheminement à travers son livre Compostelle Thérapie et cet échange éloquent, foisonnant, plein de messages de reconnexion. Par ailleurs, si ce projet vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de suivre Nouvelle Conscience Podcast sur Instagram. De me laisser un message, des commentaires, j'y répondrai toujours avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. N'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles sur iTunes, Deezer, Spotify, sur YouTube. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. Ce sera la meilleure façon pour faire circuler l'information et puis créer ensemble une nouvelle conscience. Bonjour Julien. Bonjour Manon. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais très bien. Je viens d'aller faire une petite marche, vous voyez, pour me changer les idées et trouver des solutions. À des questions que je me pose. Et la marche est de très bonne aide pour ça. D'accord, vous continuez sur la lancée qui vous a conduite finalement au chemin de Compostelle. Eh bien oui, écoutez, en fait, une fois le sac rangé, en fait, le cheminement ne cesse pas. Voilà, il se poursuit d'une autre manière. Et puis ça rappelle que la vie est mouvement, voilà. Et puis ça fait toujours du bien de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, de passer à l'action, comme ça dans la journée. Totalement. Ça permet de retrouver une forme de profondeur, voilà. Et oui. Ça met les choses en perspective, voilà. Oui. Donc c'est un rituel que j'ai gardé en fait de ce voyage à Compostelle et qui me fait beaucoup de bien et qui est gratuit, ce qui est rare pour les choses qui font du bien. Et justement, concernant le chemin qui continue, je me demandais si la parution de votre livre était une façon pour vous de prolonger le chemin de Compostelle. Alors effectivement, c'est même pas uniquement la publication du livre, ça a été l'écriture du livre. J'ai eu le sentiment, même pour tout vous dire, de refaire le chemin de Compostelle une bonne dizaine de fois. Ça m'a permis finalement de creuser un peu le sillon de toutes ces nouvelles habitudes mentales et comportementales que j'avais adoptées pendant le séjour, à savoir un peu renouer avec des valeurs que j'avais un peu oubliées parce qu'elles sont pas forcément les valeurs de notre société actuelle, des valeurs simples, mais qui sont très nourrissantes, aller vers l'autre, des valeurs de respect, des valeurs d'humanité, de prendre le temps, ralentir. Et en fait, cette écriture, voilà, m'a permis finalement de continuer ce travail qui avait été entrepris à Compostelle et de consolider des leçons, voilà, que j'avais apprises, comme s'alléger et puis nourrir ce qui nous est essentiel, voilà. Donc effectivement, et encore une fois, ce chemin continue, c'est-à-dire que ce chemin m'a permis en fait de me redonner un élan et de me mettre sur une voie qui est épanouissante aujourd'hui pour moi et qui me procure une joie qui est une joie apaisante. Voilà, donc c'est un exercice aujourd'hui qui continue tous les jours. Voilà. Alors il m'arrive toujours bien sûr de trébucher, voilà, parce qu'on rencontre toujours des obstacles, mais en tout cas je suis sur cette voie de
de la nouveauté et une voix qui me convient. D'accord. Et vous parliez d'allègement. J'ai souvent entendu dans vos interviews que maintenant, lorsque vous vous sentiez trop lourd, vous vous allégiez. Comment se fait cet allègement aujourd'hui, puisque sur votre chemin, donc dans Compostelle Thérapie, vous pouvez aller à la poste et déposer des objets. Aujourd'hui, est-ce que c'est un allègement matériel ou voilà une autre forme d'allègement? Alors, allègement matériel, oui, mais quand je suis rentré de Compostelle, effectivement, j'ai fait ce qu'on appelle un gros ménage de printemps, voilà. J'ai allégé mon intérieur, voilà, vous voyez. Mais bon, ça, c'est pas le genre de choses qu'on peut faire régulièrement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a plus grand-chose à vider. En revanche, je parlais plutôt d'un allègement qui est un allègement mental et émotionnel. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, voilà, on est au contact d'un environnement qui peut nous laisser des impressions qui sont pas toujours agréables, et ces impressions, elles peuvent nous alourdir. Et donc cet allègement, je le fais justement en marchant. Je le fais également en méditant. Je le fais aussi en créant, voilà, par l'écriture. En fait, si vous voulez, je m'allège en ajoutant des choses qui me font énormément de bien, c'est-à-dire des choses qui sont pour moi essentielles. Voilà. Et à côté de ça, je ne fais plus rentrer des choses qui me réconfortaient, qui étaient par exemple des distractions, voilà, des distractions achetées pour consommer, pour me rassurer, me faire du bien. Voilà. Donc il y a beaucoup moins de choses réconfortantes qui rentrent, et en revanche, il y a une plus grosse part pour l'essentiel et qui sont plutôt de l'ordre de la créativité, du ressourcement. D'accord. Est-ce que pour vous... Oui, mais... totalement. Je vois, voilà, comme vous disiez, un rechargement émotionnel et finalement un rechargement interne et pas forcément puiser à l'extérieur pour faire entrer des choses, mais cultiver cela à l'intérieur de soi. Est-ce que pour vous, c'est une façon de vous relier à l'amour aussi, puisque vous parlez beaucoup d'amour dans votre livre, l'amour de l'autre, l'amour de soi, et que parfois vous assimilez à une forme de foi finalement. Vous dites certains l'appellent la foi, moi c'est l'amour. Et est-ce que cet allègement, c'est aussi une façon de cultiver l'amour? En fait, si vous voulez, cet allègement vous permet de vous reconnecter à ce qui est essentiel. Voilà. Une fois que vous avez enlevé de votre sac et de votre sac de vie tout ce qui vous encombre, effectivement, vous êtes beaucoup plus disponible pour accueillir ce qui vous fait du bien et le cultiver. Et une fois que vous cultivez ce qui vous fait du bien, en l'occurrence, selon moi et pour moi, un goût, un talent, en développant justement cette créativité, ça me permet effectivement d'avoir un regard qui est plus, on va dire, lumineux sur moi. En fait, ça s'appelle l'estime de soi, en fait. Et en fait, en développant justement cette création, ça me permet effectivement de développer une forme de joie qui se rapproche d'une forme d'amour de moi. Et puis cet amour de moi qui est cultivé me permet justement de m'ouvrir aux autres, de me relier à eux. Dans l'amour que je me porte, voilà, je porte de l'amour aux autres. Voilà. Donc effectivement, ça permet effectivement de s'ouvrir aux autres et dans la lumière, voilà. D'accord. Donc l'amour, voilà, se cultive même en dehors du chemin, donc et tout au long du chemin de la vie. L'amour, oui, effectivement. En fait, l'amour, enfin pour moi, c'est un petit peu le chemin de ma vie, en tout cas. Donc le chemin de l'amour. Et voilà, effectivement, c'est une voie qui est remplie d'enseignements et d'expériences qui vous amène justement à ouvrir de plus en plus votre cœur et à vous élever en amour. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas à quelle étape j'en suis. En tout cas, ce qui est bien, c'est que désormais, j'arrive vraiment à ressentir l'amour. Voilà. Mais sans l'aide extérieure. Vous voyez, c'est vraiment, c'est de l'ordre d'une joie
qui est vraiment une joie apaisée, d'un goût de vivre, où en fait, cet amour est beaucoup plus large que l'amour que je me porte. En fait, c'est un amour qui élève et qui me fait aimer la vie dans son ensemble. Voilà. C'est très beau. D'accord. Et vous parliez beaucoup dans votre livre de la nature et de la façon dont justement elle a réussi à vous faire surmonter, apprivoiser la solitude. Comment avez-vous développé ce lien avec la nature justement? Comment cette nature vous a-t-elle aidé à cultiver ce lien au vivant encore plus grand? Alors tout d'abord, la solitude, c'est vrai qu'au début, ça a été dur de marcher seul. Voilà. Moi, je l'ai vécu comme un défi. J'étais une personne très sociable à Paris avec de nombreuses amitiés. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un choc. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, apprendre à marcher seul, finalement, ça a été salvateur, voilà, pour me sortir de mes dépendances affectives et affronter en fait cette peur de la solitude. Alors, ce qui n'a pas été simple, c'est vrai qu'au début, c'est que je n'avais personne sur qui me plaindre. Enfin, personne auprès de qui me plaindre d'ailleurs, parce que les premiers jours ont été assez pénibles. Voilà, il faut que le corps se rôde. C'était un petit peu compliqué et j'avais personne avec qui échanger en fait sur mes doutes, mes peurs, et je pouvais compter que sur moi. Et en fait, c'est là qu'est apparue la nature, parce que dans cette forme de détresse, en fait, je me suis rendu compte que les vrais compagnons, en fait, c'était les arbres, c'était les rayons du soleil, les nuages, et bizarrement, je me suis rendu compte qu'on n'est jamais seul en fait quand on sait voir la nature et la sentir. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment détendu. Et je me suis senti très enveloppé et bizarrement, je me suis senti beaucoup moins seul que dans tout cet environnement agité dans lequel je me trouvais à Paris. Voilà. D'accord. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à lâcher mon portable. J'ai arrêté de me demander ce que j'allais faire à mon retour. Voilà. Et puis, j'ai couvert mes amis de texto et j'ai commencé justement à évoluer dans un autre environnement, animé, voilà, mais différemment. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes en ville, vous êtes à Paris, il me semble. Et Oui. comment a évolué ce lien avec la nature? Donc vous disiez que vous étiez allé marcher, mais j'imagine que c'est pas les mêmes paysages que sur votre chemin de Compostelle. Donc aujourd'hui, comment vous faites pour vous ressourcer et ressentir cette plénitude à la nature? Alors, déjà, je me suis acheté une plante. Voilà. Non, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai, je me suis vraiment acheté une plante. D'accord. Mais en fait, comment dire? En fait, Compostelle, pour moi, c'est assez magique parce que c'est la conjugaison de 3 éléments qui font du bien. Il y a la nature, certes, mais il y a aussi la marche et les rencontres. Donc aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, à Paris, la nature est limitée. Donc dès que je peux m'échapper, le week-end, je m'échappe d'une façon beaucoup plus régulière qu'autrefois. Mais pour pallier cette absence quand même d'éléments majeurs qu'est la nature, c'est vrai que je compense en axant davantage sur les rencontres et la marche. Donc je marche tous les jours. Et les rencontres, effectivement, je suis beaucoup plus disponible et ouvert aux rencontres. Voilà. Donc, j'essaie de cultiver les rencontres que je peux faire au quotidien. D'accord. D'accord. Donc, c'est aussi la nature humaine qui a rencontré votre chemin et pas uniquement la nature de la biodiversité végétale ou animale. Exactement, exactement. D'accord. Et vous parliez d'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, d'un chemin qui se transforme en cheminement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre ces deux mots qui ont la même racine et pourtant j'ai l'impression qu'il y a un sens différent entre les deux sémantiques, s'il vous plaît? Cheminer, ça veut dire marcher lentement. Voilà, donc quand un chemin se transforme en cheminement, c'est quand finalement le fait d'avancer, avancer physiquement, se transforme en une avancée, intérieure. Voilà. Vous voyez, c'est quand le corps marche, la tête avance. Vous voyez, et c'est un peu de ça. Voilà. D'accord. Voilà, ou plus simplement quand on marche, tout marche. Voilà. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de citadins cheminent ou que
on est plutôt en train de courir ou juste de marcher sur le chemin? Ah bah alors ça c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Mais bon, si vraiment je m'aventure à répondre à cette question, autour de moi, voilà. Je ne peux parler uniquement que de ce que je vois. Autour de moi, effectivement, j'ai plus l'impression que les gens s'agitent, donc marchent rapidement, voilà. Oui, Voilà, plutôt que on n'est pas sur un ralentissement qui permet un retour en soi, voilà, et un oui. éveil de conscience. Une accélération, une cadence très rapide qui généralement provoque des chutes, parfois graves. D'ailleurs, on connaît ça, hein, on en voit beaucoup des burn-out, voilà. Oui, oui. Et justement, aujourd'hui, vous êtes formé du coup à la logique émotionnelle, vous êtes Oui. sexothérapeute et vous soignez également les addictions. Donc voilà, donc est-ce que vous pensez que ce sont des mots du siècle et que le ralentissement permettrait en partie de guérir ces mots avant qu'ils se concrétisent par un burn-out par exemple ou une trop grande souffrance? Guérir, c'est toujours un très grand mot, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens aiment bien les solutions qui vont vite, miracles, les changements de vie, les guérisons. Non, moi, je pense que toute personne qui peut prendre le temps de s'arrêter pour retrouver un élan et s'extraire d'habitudes comportementales et mentales qui ont des effets indésirables sur leur vie, afin de reprendre de l'élan, c'est déjà s'accorder un temps, c'est déjà très grand. Et dans ce temps, qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépend un petit peu du chemin de chacun, du point de départ, du niveau de conscience. Ce qui est sûr, c'est que ça a jamais fait de mal. Voilà. Généralement, c'est le début d'un chemin qui va vers plus de liberté. Voilà. Donc moi j'invite surtout les gens à prendre le temps de ralentir, de regarder un petit peu ce qui ne va pas, leur système de fonctionnement, et puis de se questionner, voilà. D'accord. Et tout au long de votre livre, on peut voir différentes étapes, notamment au niveau de vos émotions. Oui. Je me demandais quelles étaient les émotions, ou l'émotion principale la plus présente au long du chemin, celle qui vous a tenu compagnie sur le cheminement. Alors, il y en a eu deux, toujours, qui m'ont habité, hein. Tristesse et joie. Voilà, la joie est une émotion qui est moteur chez moi. Et c'est certainement cette joie, cette recherche de la joie qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. La tristesse, oui, la tristesse, elle m'accompagne dans les débuts, puisque j'ai noté qu'il y avait 3 phases, hein, sur ce chemin. La première que j'appelle la phase de dépollution, la seconde de la connaissance de soi, et la troisième d'un pas vers le futur. Et en fait, dans cette phase de dépollution, on part de chez soi. Au début, il y a un côté rempli d'exaltation, parce qu'on parle à fleur au fusil. On est loin en fait de nos obligations, et puis on est vite rattrapé par quelque chose d'inconnu, d'invisible, qui est en fait tous les souvenirs qu'on a endormis à coup de distraction, à coup de travail. Et en fait, tout ça remonte un peu comme de la boue. Et d'un seul coup, vous êtes envahi par des souvenirs très désagréables, par du ressentiment, de la rancune, de la honte. Enfin, je veux dire, tous les sentiments négatifs, voilà, hein, qui est propre à chacun et à chaque vie. Et donc ça, c'est le début d'un face-à-face avec soi qui est assez pénible et douloureux. Et là, moi, j'ai ressenti énormément de tristesse à ce moment-là. J'étais comme abattu, voilà. Mais la marche, le fait d'être en mouvement, m'a redonné cette énergie justement pour sortir des pensées qui sont souvent associées à la tristesse et qui nous enferment dans un système justement assez épuisant.
Et puis, on se rend compte à un moment, justement, que le bienfait de la marche, c'est justement nous redonner un élan et, et sortir de cet état. Et on ne sait pas comment, un jour, ni pourquoi, ni comment, un jour, on se réveille et puis, au fur et à mesure des pas, des kilomètres, on se réinvente. Voilà. Et cette tristesse est passée. On a réussi à passer finalement une émotion qu'on garde en nous depuis très longtemps. Voilà. En fait, tout finit par, même si c'est très douloureux et très désagréable. Oui, tout finit par passer, oui. Et est-ce que vous pensez qu'il est facile de vivre ses émotions pleinement dans son quotidien, ou est-ce qu'on va mettre plutôt des pansements pour éviter d'être confronté à ça et donc de les passer et donc de continuer des schémas justement pour ne pas ressentir? Les émotions, on les vit généralement pas pleinement parce que, déjà, les émotions, elles naissent de l'extérieur. Vous avez un impact, donc un fait extérieur qui vous procure une sensation très désagréable au niveau du corps. Et cette sensation, elle engendre des comportements, voilà, des habitudes comportementales et mentales, et puis après tout un système de représentation et qui vous amène à voir la vie selon des filtres, voilà. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le processus émotionnel. Et ça va très vite. Et ce qu'on en garde de tout ça, généralement, ce sont uniquement les habitudes mentales et les représentations. Donc, on a davantage tendance aujourd'hui à tout psychologiser. Justement, aujourd'hui, on essaie d'inviter les gens justement à retourner dans leurs émotions, à retourner au niveau du corps et à comprendre le sens des émotions, à essayer de les décrypter pour comprendre quel fonctionnement est en place et à quoi l'émotion répond. Voilà. Est-ce qu'elle répond à un désir d'être aimé, un désir de liberté, de sécurité, voilà. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, auraient davantage intérêt à étudier leurs émotions davantage que leurs pensées, sachant que les pensées sont la conséquence des émotions. Voilà. Oui. Et est-ce que, en tant que thérapeute, vous auriez un conseil à donner pour plus ressentir ces émotions, voilà, de façon, quelque chose à partager pour ça? Alors, avant de ressentir les émotions, dans chaque situation où on ressent un malaise et où on se sent tourner en boucle, vous voyez, à se faire des scénarios et à condamner et à condamner l'extérieur, ce serait peut-être juste davantage de faire un arrêt sur image sur le tout début de la scène. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et de regarder ce qui, dans le visage de la personne, a provoqué chez vous une sensation au niveau du corps. Voilà, essayez de... Parce que généralement, pas la voix, c'est pas les mots, c'est avant tout ça. C'est un regard qui vous rappelle celui que vous avez vu enfant et que vous avez interprété comme étant un regard désapprobateur. Voilà, donc essayez d'interroger ce qui a fait choc en vous au niveau du corps, et puis essayez de voir si c'est un choc qui s'est déjà produit il y a très longtemps. Voilà. À revenir aux faits, voilà, c'est vraiment essayer de sortir de cette envie de culpabiliser, de psychologiser, d'avoir honte, et juste revenir aux faits. Que s'est-il passé? Voilà. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Qu'est-ce qui vous a rendu triste? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Et essayer de creuser ça, c'est-à-dire de passer d'identifier la personne qui est à l'origine, d'identifier ce qui est à l'origine dans l'expression de cette personne. Est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est une façon de bouger? Est-ce que c'est le ton d'une voix? Voilà. Et essayer de comprendre un petit peu si on est dans la vie de tous les jours et depuis longtemps, si on est impacté par ce type de signaux
Donc, ça demande de savoir mettre aussi un peu sur pause pour justement cesser le flot de pensée et avoir cette photographie mentale de cette communication non verbale, de ce geste, comme vous disiez. En tout cas, de prendre un temps de pause. C'est de prendre un temps de pause et justement, c'est de revenir avant la pensée. Voilà, avant toutes les critiques, les scénarios, les histoires que je me raconte. Il y a eu une interaction avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai perçu chez cette personne qui a pu me provoquer une douleur physique, puis un comportement, je sais pas, crier fort, agresser quelqu'un, partir en courant, voilà. C'est comprendre, voilà. D'accord. Image et un zoom, un gros zoom. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage et un extrait de à la fois du livre et de consultation aussi, puisque j'imagine que vous pouvez proposer ce genre de conseils à vos patients. J'aurais une dernière question à vous poser concernant le nom du podcast que j'ai intitulé Nouvelle Conscience. Je voulais savoir pour vous comment ce titre résonnait, qu'est-ce que ça provoque en vous quand vous l'avez lu ou écouté pour la première fois. Nouvelle conscience. Alors, c'est un mot conscience qui me parle énormément, puisque moi, je vois un petit peu mon chemin de vie un peu comme une échelle. Et j'ai l'impression de monter des barreaux. Et chaque barreau est finalement un éveil de ma conscience, vous voyez. Donc, nouvelle conscience, c'est un peu comme une nouvelle marche, voilà, qu'on franchit. Et j'aime bien cette idée, justement, d'élévation. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est un peu ce que je souhaite transmettre. Donc, ça me touche que vous l'ayez reçu comme ça aussi. Merci pour votre écoute, merci d'être arrivé jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur iTunes, Spotify, Deezer et sur YouTube. Vous pouvez également me le faire savoir en m'écrivant sur Instagram et en suivant le compte du podcast Nouvelle Conscience Podcast. Je suis très heureuse de continuer avec vous ce projet qui connaît et qui prend plus d'ampleur toutes les semaines. C'est grâce à vous et avec vous que ce projet grandira et pourra transmettre les messages vers une nouvelle conscience. À bientôt, prenez soin de vous et puis surtout, parlez-en autour de vous.